Merci, Monsieur Hoffner, pour votre réponse. Peut-être je passe la parole à Madame Hérodi qui a levé la main et je vous la redonnerai après, Madame la rapporteure. Madame Hérodi. Merci, Monsieur le Président. Du coup, Madame Hérodi, députée du Tarn de la deuxième circonscription, donc du coup sur la zone Albi. Puisqu'il y a un état des lieux qui a à peu près été fait sur la zone sud du Tarn, moi je tenais du coup à vous parler du nord du Tarn Albi a donc son autoroute. Et quand moi je rencontre les maires, les maires me disent, eh ben, nos villages sont devenus des villages et ils se plaignent de ça. Ils disent aussi que ben, ils ont un coût supplémentaire pour tout ce qui est assainissement, qui est un coût énorme pour les villages et souvent ils n'ont pas les moyens. Les écoles ont été fermées, donc ils ont des problèmes pour accueillir les nouveaux arrivants. Les collèges et les lycées sont très loin, donc des temps pour aller du coup au lycée ou au collège énorme pour ces enfants-là. Après, on compare Albi et Castres. Chaque grande ville a son hôpital. La psychiatrie est maltraitée dans notre département, c'est généralisé en France. Et avec les déserts médicaux, de toute façon, tout ça ne va pas s'améliorer, autoroute ou pas autoroute. Et après, le taux de chômage est quand même plus élevé à Albi qu'à Castres. Alors, je ne l'invente pas, hein, ce sont des chiffres INSEE. On constate aussi qu'on a une fac à Albi et on a un campus universitaire et une école d'ingénieurs à Castres. Donc, je pense que Castres n'est pas sous-doté. Eh ben oui, monsieur Terre, donc Castres n'est pas sous-doté par rapport à Albi. Il n'y a pas voilà, d'après moi. Bon, ceci étant dit, je vais passer à ce que vous avez à vos propos, monsieur Hoffner. D'après ce que je comprends et vos propos et analyses depuis près de 30 ans, l'argumentaire du désenclavement, du coup, serait un mythe politique qui décrédibilise les scientifiques et qui alimenterait la sphère médiatique. Et sur les observatoires des autoroutes et développements régionaux, il en ressortirait que ceux qui vont bien et qui en profitent, euh, ceux qui en vont bien profitent du coup de l'arrivée de l'autoroute, mais les autres, les plus petits, j'ai cru comprendre, disparaissent quand ils sont mal en point déjà. Il y a des développements de niche pour du coup un très petit nombre, mais pour les plus gros toujours. Euh, Au pire, on accélère les tendances existantes. Donc, s'il y a des entreprises qui sont mal, pour parler des entreprises, eh bien, ça crée cet effet-là. Ensuite, sur l'argumentaire sécuritaire, parce que c'est aussi un argumentaire qui est très utilisé par beaucoup d'élus, ben, vous nous dites aussi que cet argumentaire est un peu caduque quand le trafic diminue. Et là, on constate que le trafic diminue sur l'axe Castres-Toulouse depuis plusieurs années. Donc, cet argumentaire-là serait aussi pas le bon, on va dire. Et alors, moi, j'aurais du coup une question. Comment s'y prendre pour analyser et préciser les besoins et choix démocratiques de mobilité et définir ainsi des solutions multimodales adaptées, y compris du coup le ferroviaire? Monsieur Hoffner, pour votre réponse. Alors, là encore, non pas en reformulant la question, mais en mettant en évidence que, on pourrait appeler la gouvernance du système de déplacement n'existe pas. Elle n'existe pas parce que on a des autorités organisatrices de la mobilité qui, en fait, sont restées des autorités organisatrices des transports. Alors là, les mots ont leur sens, même si on les mélange tous, transport, déplacement, mobilité. On est dans un monde où la mobilité, pris d'une façon un peu conceptuelle, un, c'est un mode de vie. La mobilité, c'est le déploiement dans le temps et dans l'espace d'un programme d'activité. Voilà, vous avez un type de mode de vie qui fait que vous avez un certain nombre d'activités. Ces activités,
Il y en a que vous pouvez faire chez vous, mais ça fait partie de la mobilité, y compris le télétravail, hein. C'est votre programme d'activité. Il y en a que vous faites à côté de chez vous, puis il y en a que vous faites plus loin, hein. Ça, c'est la mobilité. Et personne, il n'y a pas de gouvernance de cette mobilité. En particulier, dans beaucoup de sujets, on voit bien que les rythmes de vie sont importants, hein. On pourrait analyser, y compris les gilets jaunes, comme des gens qui ont du mal avec les rythmes de vie, hein, avec des horaires imposés, etc., avec des trajets. Bon. Euh, Personne ne s'occupe de ça parce que le système de pilotage public, qu'il soit national ou local, il s'intéresse à l'offre de transport. Il s'intéresse à l'offre de transport, donc il s'intéresse à des flux. Finalement, il compte des flux. On compte des voitures, on compte des passagers, on compte des vélos. Finalement, on ne se demande pas, et ça c'est la notion de déplacement, d'où les gens viennent, où ils vont et pourquoi. Et puis, il y a des tas de déplacements aussi qu'on ne sait pas bien compter parce que les enquêtes ménage déplacements ne sont pas bien faits pour ça, etc. Donc, on a quelque chose qui est très axé historiquement sur le transport au sens offre d'infrastructure et puis offre de service. Et puis, on n'a pas cette vision de voilà, multimodale, vous le disiez, des déplacements. Moi, je pense qu'il y a à inventer une autorité organisatrice de la mobilité au sens le plus large du terme. Alors, on pourrait dire la loi d'orientation des mobilités a confié cette tâche aux régions. Avec tout le respect que je dois aux régions, à leurs élus et à leurs techniciens, les régions quand même beaucoup, pour le coup, légitimé et visibilisé leur présence politique en construisant des lycées et en faisant rouler des TER. Et je pense, alors j'ai parti, c'est plus respectueux, mais partir des cultures professionnelles que je connais bien dans les régions vont mettre longtemps à, à, à faire l'apprentissage, l'acculturation de ces questions de mobilité dès lors qu'elles ont passé beaucoup de temps à discuter avec la SNCF sur leur chemin de fer. Voilà, donc quelque chose qui est totalement lacunaire, c'est ce que j'appellerais l'exploitation de la route. Il y a, il y a, il y a une, il y a, moi, je m'intéresse beaucoup au périurbain. Dans le périurbain, il y a des routes à inventer. Les routes départementales, elles sont à transformer. Les routes départementales, on les a fait pour les voitures il y a fort longtemps. Les routes départementales peuvent être les nouvelles voiries de ces territoires périurbains si on arrive à les densifier, à les compacter, etc., en permettant ce qu'on appelle les mobilités douces et également au car express, au covoiturage, etc., d'y circuler plus facilement. Dans les lotissements, la voirie est à réinventer. Et ça, personne ne s'en occupe parce que chacun, en fait, on a divisé les compétences par la propriété des voiries. Mais les voiries, ça circule. Il faut des opérateurs de réseau, hein. Les opérateurs de réseau, au début de l'automobile en France, l'opérateur de réseau, ça a été les frères Michelin avec leurs cartes, leurs guides et leurs bornes de jalonnement qui avaient intérêt à ce que le réseau automobile se développe, mais qui permettaient que les routes ne soient pas des tronçons, mais soient un réseau dans son ensemble. Donc, cette autorité organisatrice d'exploitation de la route, elle est inventée. Euh, quant à l'intermodalité, bon, moi, je connais et le ferroviaire. Euh, Là encore, je connais trop mal votre région. Moi, je pense que plus que les RER métropolitains, c'est ce que la loi d'ailleurs a appelé les services express métropolitains, qui est intéressant, parce que le RER, c'est un modèle quand même très parisien. Le RER, au bout de chaque ligne, il y a quelques millions d'habitants et quelques millions d'usagers. C'est rarement le cas dans les métropoles où on a deux zéros en moins, hein. Une loi fondamentale de l'économie des transports, c'est massifier les flux. Voilà.
massifier les flux, quand on a des millions d'habitants, on massifie dans des RER. Quand on a des centaines de milliers, on massifie dans des métros ou des tramways. Quand on en a encore un peu moins, il vaut mieux massifier dans des autocars ou des voitures partagées. Hein, souvent on dit la voiture partagée, c'est le transport collectif du périurbain. Et ce qu'il y a en tout cas à penser, si développement de services ferroviaires il y a, pour le coup, c'est les gares. Les gares. À la limite, d'une certaine manière, moi je mets toujours en avant le projet territorial, même si c'est contre-intuitif. Un- on pourrait imaginer de partir plutôt que partir d'infrastructures, partir d'un schéma des pôles et des nœuds, des hubs, comme on dit maintenant, des hubs de mobilité. Et puis certains hubs de mobilité peuvent être des gares avec des rails et des trains qui passent, et d'autres hubs de mobilité parce que il n'y a pas d'historique sur le ferroviaire et que ça coûte très 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 cher de construire de nouvelles lignes. Ben le hub, il se passera autrement. Il se passera avec des gares express et avec une autre vocation pour ce type de gare. Voilà. Mais euh, voilà, moi j'insiste beaucoup sur le fait que, alors c'est pas pour supplier pour une énième réforme législative ou institutionnelle. Ça peut se passer au niveau technique, ça peut se passer avec des agences d'urbanisme et des syndicats mixtes de mobilité. Voilà, la boîte à outils peut être là, mais voilà, on a trop pris l'habitude de ne pas prendre à la bonne échelle et dans l'épaisseur du concept, si je puis dire, ces questions de mobilité. Voilà, vous excuserez ces réponses un peu Non, non, théoriques. je vous remercie.